Voyons donc ensemble les preuves de l'existence de Dieu. Elles sont de deux sortes. Preuves physiques, c'est-à-dire qui sont tirées du monde extérieur, du monde physique. Preuves morales, c'est-à-dire qui partent d'un fait d'ordre moral ou historique. Ces preuves s'expriment sous la forme d'un raisonnement logique, raisonnement qui s'appelle syllogisme, et qui comporte deux affirmations, ou deux négations, qui, une fois admises, obligent à accepter la conclusion. Par exemple, s'il est vrai que tous les hommes sont mortels, et s'il est vrai que Pierre est un homme, on devra affirmer donc Pierre est mortel. En logique, on étudie les règles qu'il faut observer pour que le raisonnement soit juste. Eh bien, dans les preuves de l'existence de Dieu, on affirme un fait, puis on affirme un principe, et on en tire la conclusion. Prenons un autre exemple, un fait. Cette montre existe, un principe. Or, elle ne s'est pas faite toute seule, conclusion, donc quelqu'un l'a faite. Appliquons-le au problème de l'existence de Dieu. C'est un fait, l'univers existe. Or, il ne s'est pas fait tout seul, donc il y a une cause, cette cause nous l'appelons Dieu. Ce raisonnement très sommaire sera évidemment développé par la suite. Les preuves de l'existence de Dieu sont d'ordre philosophique, ce qui explique qu'elles nous demandent un petit effort pour les comprendre. Faites cet effort, les autres problèmes traités par l'apologétique seront plus faciles. Dieu existe-t-il vraiment ? On demandait un jour à l'entomologiste Henri Fabre s'il croyait en Dieu. Il répondit « Je ne crois pas en Dieu, je le vois ». Les insectes dont il étudiait minutieusement le comportement lui démontraient si clairement l'existence d'une intelligence supérieure qu'il pouvait dire « Dieu, je le vois ». Cependant, au sens strict, l'homme n'a pas de Dieu une connaissance évidente, il ne le voit pas. Mais l'homme arrive à la connaissance de l'existence de Dieu par un raisonnement logique. Comment peut-on formuler ce raisonnement ? Il ne s'agit pas bien sûr d'un raisonnement mathématique ou scientifique, mais d'un raisonnement philosophique. Rappelez-vous, tout raisonnement comporte l'affirmation d'un fait, puis l'affirmation d'un principe, et de ces deux affirmations appelées prémices, on tire une conclusion. Un fait, l'univers existe, c'est un être contingent. Un principe, or tout être contingent a une cause. Conclusion, donc l'univers a une cause, cette cause on l'appelle Dieu. Mais pourquoi dit-on que l'univers est un être contingent ? On appelle contingent, par opposition à nécessaire, un être qui pourrait ne pas exister. Tous les êtres qui nous entourent et nous-mêmes nous pourrions ne pas exister. Par exemple, la nature d'un sapin, c'est d'être un arbre. La nature d'un chien, c'est d'être un animal. Et d'être un arbre ou un animal de telle espèce, mais la nature de cet arbre, de cet animal n'est pas une explication de leur existence. Et nous voyons bien que l'univers aurait très bien pu ne pas exister. Si maintenant il existe, c'est qu'il a une cause. Pourquoi donc ? Il a une cause tout simplement parce que tout être contingent a nécessairement une cause. C'est ce qu'exprime bien mal la formule populaire « il n'y a pas d'effet sans cause », ou encore tout ce qui arrive a une cause. Ce principe dit de la raison suffisante est comme le principe d'identité, un des principes premiers non seulement de l'intelligence humaine, mais de la réalité objective de tous les êtres. En termes plus philosophiques, il faut dire que ce principe n'a pas seulement une valeur logique, entre parenthèses règle de la pensée, mais il a une valeur ontologique, c'est-à-dire qu'il concerne la nature même des choses. Que signifie cette affirmation ? Le principe de raison suffisante a une valeur ontologique. Expliquons. Le principe, pas d'effet sans cause, s'applique seulement au domaine de la pensée. C'est-à-dire, mon esprit ne peut pas concevoir qu'une chose puisse arriver sans avoir une cause, mais peut-être que dans la réalité, en dehors de mon esprit, il y a des choses qui arrivent sans avoir de cause. On peut donc poser la question, dans la réalité, y a-t-il des choses qui arrivent sans avoir de cause ? À cette question, il faut répondre non. Le principe de la raison suffisante n'est pas une loi de mon esprit, ce n'est pas une valeur logique. Il est une loi des réalités objectives, donc c'est une valeur ontologique. Et ce principe, peut-on le prouver ? Les principes premiers ne se prouvent pas. Ils sont en effet évidents par eux-mêmes, et notre intelligence les perçoit directement, même si elle n'est pas capable chez tous les hommes de les formuler correctement. Les nier aboutit à des conséquences insensées et ridicules, car toute notre science et toutes nos réflexions sont basées sur ce principe de causalité. S'il était possible qu'une chose puisse ne pas avoir de cause, toutes les sciences disparaîtraient. En effet, alors que la connaissance populaire est d'abord une connaissance pratique, par exemple un paysan sait reconnaître les champignons vénéneux, mais ne sait pas pourquoi ils sont vénéneux. La connaissance scientifique cherche, elle, et explique les causes. Un pharmacien, lui, par exemple, pourra dire pourquoi tel champignon est vénéneux. Les sciences disparaîtraient donc,
et la vie tout court deviendrait impossible. Car si je mange au restaurant un morceau de pain, par exemple, c'est parce que je pense que ni le boulanger qui l'a cuit, ni la serveuse qui me l'apporte, n'y a mis du poison. Mais si quelque chose peut exister sans cause, qui pourra m'assurer alors qu'un poison n'est pas venu se mettre tout seul dans le pain que je mange? Supposons qu'un médecin diagnostique chez un malade un empoisonnement. Aussitôt, vous avez les pharmaciens, les chimistes, les policiers qui se mobilisent pour en chercher la cause. Mais c'est un travail inutile si sans cause un poison est venu tout seul perturber le fonctionnement de l'organisme du malade. Donc ce principe, que prouve-t-il? Si, par exemple en plein désert, un touriste trouve sur le sol un simple bout de crayon, l'idée ne lui viendra pas que ce crayon s'est fait tout seul, ou qu'il est venu là tout seul. Mais voyant la marque, il dira « Ah, il a été fabriqué en France, et s'il est là, c'est que quelqu'un est déjà passé par cet endroit, à moins peut-être qu'il soit tombé d'un avion, ou qu'un oiseau l'ait apporté dans son bec, etc. » Il acceptera plus facilement une explication fantaisiste que cette affirmation « Il s'est fait tout seul, il est venu là tout seul ». Ce qui est inacceptable pour un bout de crayon serait-il plus acceptable pour l'univers tout entier? Cet univers qui nous entoure et dont nous faisons partie se serait fait tout seul. Non, le principe de causalité nous empêche de penser que les choses se sont faites toutes seules. Et ceux qui, pour déplacer cette cause, parlent du Big Bang ou de l'évolution, ne font que déplacer le problème. Car le Big Bang, peut-être explique-t-il la création de l'univers, mais quelque chose, une cause a créé ce Big Bang. Et donc on décale la cause première, mais on doit forcément arriver jusqu'à cette cause première. Aussi notre intelligence est en droit de se demander quelle est cette cause.